c'est une somme. Bon, je pense que vous avez tous entendu parler d'Edgar Morin sur la complexité. Il arrive à un moment donné, l'homme est global, donc le jour est global. L'homme, c'est au sens de l'humain, hein. Homme et femme est global. Et qu'à un moment donné, dans cette logique-là, il ne faut surtout pas dire, dans le football, là il y a le préparateur athlétique, là il y a le préparateur technique, là il y a le préparateur tactique, là il y a le préparateur mental, même si il y en a pas, vraiment. C'est ça qu'on doit aborder le joueur sur ces 4 angles. Et la souffrance, quelque part, forme de souffrance à retardement d'Enzo, de Mourad, de Yacine, c'est ça, c'est qu'on ne les a pas considérés dans leur globalité. On a considéré des jambes, on a considéré technique, mais on ne les a pas considérés dans le somme. La vraie question que pose Yacine, c'est quoi le bonheur, quoi? Parce qu'en fait, quand quelque part, sur la logique, il faut être heureux sur le terrain, il faut être heureux dans sa vie, et je vais être bon sur et si je suis heureux dans ma vie, je vais être bon sur le terrain. Et si j'ai des gens qui savent me prendre, je vais être à 100%, voire 120%. Et j'ai été à 100% combien de fois dans ma carrière? Qui a réussi à m'y amener? Il y en a très peu, en fait, compte. C'était une forme d'automotivation. Je vais vous dire le vrai problème que vous allez rencontrer. Moi, je ne suis pas encore décalé. Je suis plus âgé que vous, mais je ne suis pas décalé parce que j'ai eu des étudiants pendant 30 ans et j'étais dans un bouillon de culture permanent parce que l'INSA de Lyon est une grande école française, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est des gens où il y a un bouillon de culture permanent. Le seul changement qu'il y a entre les étudiants que j'ai eus il y a 25 ans, qui pensaient à Total Énergie qui allait venir taper à la porte, on vous donne tant de kilos francs à ce moment-là, ou de kilos euros, pour venir chez nous. Et les étudiants de maintenant, qui quand ils sortent, ils pensent qu'une chose, une année pour faire le tour du monde. Il y a une différence déjà dans les deux profils. Et la deuxième chose, c'est que les étudiants d'il y a 25 ans, on me disait, maintenant, toi, tu fais ça. Et maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est comment je dois m'y prendre pour créer le vouloir-faire, pour qu'il ait envie de le faire. Ça, c'est être un magicien actuellement. Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez. C'est pas le faire faire. Le faire faire, ça marche plus. C'est le vouloir faire. Comment je peux créer le vouloir faire chez les gens qui bossent avec moi? Comment je peux m'intéresser à eux pour qu'ils aient envie de le faire? Comment je peux, entre guillemets, créer des séances pour qu'ils soient heureux sur le terrain et qu'ils aient envie de venir à l'entraînement? Voilà, je suis intervenu il y a 2 ans sur la fédération de basket et c'était les parents qui s'interrogeaient sur est-ce qu'il n'y a pas une surcharge d'attaque. Je leur disais, écoutez, est-ce que votre gosse prépare son sac de sport la veille de la séance? Tant qu'il prépare son sac la veille de la séance, avec méticuleusement, avec tout ce qu'il faut dedans, c'est qu'il a envie d'aller à l'entraînement. Il rêve de l'entraînement la veille. Et le mec qui commence à venir avec son sac de la veille, ses maillots mouillés dedans et tout, oh, je remettrai quand même les chaussettes même si elles puent, celui-ci, c'est qu'il commence à se dire, l'entraînement, ça devient secondaire et ça commence à me gonfler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce vouloir faire, c'est là où il faut être magicien et sorcier. Voilà, c'est ce que j'appelle jouer avec l'humain, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'a fait Mourad avec Athènes et avec son pote, hein, ils ont trouvé les 2 mots étincelles. Les 2 mots étincelles qui fait que le mec d'un coup, paf, il est fou, il a envie d'y aller, il part avec son sac, il court pour aller s'entraîner. Et maintenant, et vous créez ça au job, ça va être votre boulot. Mais c'est passionnant. Hein. L'humain complexe, la complexité de l'humain, c'est passionnant. Teddy Riner a déclaré il y a pas très longtemps que dans sa team, il gagnait donc avec sa team, il ne gagnait pas tout seul, il avait un psychologue. Quelle est la place du psychologue, Michael, justement dans le sport? Est-ce que l'avènement des préparateurs mentaux, des sophrologues, etc., tout à l'heure, Jean-Paul a dit, moi on vient me voir pour avoir des clés immédiates. Comment tu vois justement l'avènement des sophrologues, des préparateurs mentaux? Quelle différence vous avez? Est-ce que vous pouvez vous éclairer sur votre métier, chacun d'entre vous? Et justement la place du psychologue dans le sport, notamment dans le sport de combat. Teddy Riner, elle a dû perdre une fois dans sa vie, je crois, il me semble, c'est ça? Une ou 2 fois dans sa vie. Comment on s'en remet quand justement... Comment il va gagner les Jeux Olympiques? Et voilà, comme il va gagner les Jeux Olympiques, quand on n'a perdu qu'une fois dans sa vie, je crois que c'est contre les Japonais qu'il a perdu
il n'y a pas si longtemps. Et comment on rebondit après, je te donnerai après la parole Yacine, comment on rebondit après un chaos, une défaite. Quand on a l'habitude, tout à l'heure Jean-Paul dans l'introduction il disait je ne suis pas là par hasard quelque part, c'est parce que j'ai subi des échecs, des difficultés qu'aujourd'hui je suis ici. En d'autres termes, si vous avez un parcours qui est lisse, le jour où vous rencontrez la défaite, le jour où vous rencontrez l'échec, comment justement pouvoir avoir les ressources nécessaires mentales, psychologiques pour pouvoir vous en remettre et sublimer, j'aime bien ce mot-là, sublimer, Mika. Comment, voilà, est-ce que c'est une bonne question, mais ouais, ou Jean-Paul. Non, mais vas-y. Du coup, il avait un peu préparé, donc j'avais un peu bossé. Teddy Riner, il a perdu au bout de 10 ans, au bout de 154 combats. Il a fait 154 combats sans défaite, il a perdu au bout de 10 ans sans défaite. Moi, je pense qu'on en avait déjà parlé avant la conférence, je pense que tous ces corps de métiers sont complémentaires. On vit dans une société où on va essayer de les opposer. On va essayer de les opposer. On sait très bien que le meilleur moyen de régner, c'est de se diviser. Mais moi, je pense qu'ils sont complémentaires. D'autant plus que quand tu disais que tu donnais des billes rapidement, moi, dans mes consultations, je suis dans ce qu'on appelle de la thérapie active. Pourquoi j'appelle ça de la thérapie active? Parce qu'en général, quand vous allez voir un psy, c'est le fonctionnement basique du psy. Vous allez le voir, vous installez du psychologue clinique, d'accord, du psychanalyste, du psychologue clinique. Vous allez le voir, vous installez, vous échangez avec lui, vous parlez de vos ressentis, vous dites ce qui va, ce qui ne va pas, et puis lui, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Il va essayer toujours de placer un pion, il va toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur vous pour vous poser la bonne question qui va vous amener là où en fait vous devez aller. Pas là où il veut vous emmener, mais là où vous devez aller. Il y en a certains qui le font très bien, et il y en a certains qui le font aussi pour fidéliser leur patientèle. Moi, je dis toujours donc à mes patients que leur intérêt, c'est mon intérêt, et mon intérêt, c'est leur intérêt. Donc plus vite ils partent, et mieux c'est. D'accord? Plus vite ils partent. Donc la thérapie active, pour moi, c'est que quand je vois que la personne en face de moi, elle bloque vraiment, je ne vais pas la faire revenir pendant 3 séances pour qu'elle me dise ce que j'ai plus ou moins compris. Je vais un petit peu l'aider, je vais l'aiguiller, je vais l'orienter. Comme ça, je lui fais gagner de l'argent, je lui fais gagner du temps et je lui fais gagner de l'énergie. C'est un petit peu le but. Donc ça ressemble un petit peu, mais toujours avec le même état d'esprit, c'est-à-dire d'essayer d'avoir toujours un petit coup d'avance pour lui poser la question pertinente qui va l'amener à réfléchir avant par elle-même. Après, si ça bloque, c'est toujours pareil. On est humain. On voit une personne en train de bloquer sur quelque chose, on ne la laisse pas ad vitam aeternam en train de bloquer en sachant qu'on peut l'aider. D'accord? Enfin, du moins, surtout vous, dans vos futurs corps de métier, je pense que ça va être une de vos priorités, de pouvoir être là au bon moment. Donc déjà par rapport à ça, donc moi je pense qu'on est déjà complémentaires. Après par rapport à Teddy Riner, effectivement, moi déjà, je le rappellerai que depuis il a quand même regagné. Il a gagné en 2023. Il me semble qu'il a gagné en 2023. Et juste petite parenthèse, quand il a perdu, le lendemain, c'est super important ce que tu as dit, tu as parlé d'équipe, le lendemain il gagnait la médaille d'or avec l'équipe de France par équipe. D'accord? Donc il a perdu individuellement il a perdu, mais le lendemain il a quand même gagné, mais en équipe. Donc ça c'est aussi important, donc il fait aussi partie d'un collectif. Il a regagné l'année dernière, et puis on n'efface pas 150 victoires, 10 ans sans défaite comme ça. La première chose à faire, c'est de le rappeler, c'est de lui dire mais t'as vu tout ce que t'as fait avant? T'as vu, tu seras capable de le refaire après. Donc ça c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis, que ce soit avec mes élèves ou que ce soit avec mes patients, toujours faire ressortir le meilleur de chacun. Ah, vous me parlez de vos problèmes, vous me parlez de vos défauts, vous me parlez de vos erreurs, vous me parlez de vos errances, il n'y a pas de problème, j'entends, mais moi je veux d'abord faire ressortir vos qualités. Je veux d'abord faire, parce que pour revenir sur l'enseignement, ça fait 18 ans que j'enseigne et j'ai une certitude absolue, la réussite à un examen, c'est 70% de confiance en soi. Les 30 autres pourcents, c'est du travail, certes, c'est peut-être un petit peu de talent, mais pour moi, au moins 70%, alors que ce soit même dans un sport,
la réussite à un examen ou la réussite ailleurs, c'est 70%, c'est au moins 70% de confiance en soi. Je vous donne un exemple, je me permets. Il y a quelques années en arrière, BTS, première année de BTS, j'ai un étudiant qui arrive premier cours de l'année, qui vient me voir et qui me dit Monsieur, moi cette année, enfin, c'est pas contre vous, je vous annonce tout de suite la couleur, mes copies elles seront pas terribles, parfois même je vous rendrai peut-être rien parce que je suis dyslexique et je sais que je vais pas y arriver. Je dis on va essayer, on va voir. Et puis au fur et à mesure, de toute façon, on jaugera en conséquence. Certes, au début, il me rendait des choses pas terribles. Il me rendait des choses, honnêtement, qui méritaient des 4 et des 5. Je commençais à 7. Au lieu de mettre 5, j'ai mis 7. Puis après, il méritait un 5, un 6. Je lui mettais un 8, un 8,5. Et en fait, je savais que lui, sa réussite, elle passait par la confiance. J'ai fait ça pendant un an. Je l'ai fait. Je suis monté sur la fin d'année à 9. Deuxième année de BTS, je les ai encore. 9, 9,5. Et puis le dernier devoir de l'année, avant l'examen, je lui mets 11. Ça ne méritait pas 11, mais je lui mets 11. Juste pour qu'il parte avec du baume au cœur et qu'il parte en confiance. Il a eu 13. Il a eu 13 à l'examen. Attention, je ne dis pas que c'est grâce à moi. Tu vas nous faire pleurer, là, Non, je dis pas que c'est grâce à moi. Tu as mis en place un processus. Exactement, mais individualisé. Et attention, il aurait pu aussi ne pas jouer le jeu. Il aurait pu ne pas jouer le jeu. Il aurait pu tricher avec moi, faire bonne figure devant moi et après ne rien faire derrière. Non, il a joué le jeu jusqu'au bout. C'est grâce à lui, c'est pas grâce à moi. Mais la confiance, c'est important. C'est très important. Donc moi, j'aime bien faire ressortir le positif. Je pense qu'on l'a fait quand même, j'espère qu'on l'a fait parce que 150 victoires, 10 ans sans perdre, pour qu'on ne retienne qu'une seule chose, c'est un petit peu notre état d'esprit aussi. On retient, vous pouvez faire 99 bonnes actions, vous allez faire une mauvaise action, on va retenir celle-ci. D'accord? Mais justement, on ne doit pas retenir que celle-ci. Tout simplement. Alors, j'ai peut-être pas été assez précis. Non, après je vais laisser la parole justement à Jean-Paul sur la technicité. Est-ce que dans la salle, il y en a qui connaissent ce que c'est la sophrologie, la préparation mentale? Parce qu'aujourd'hui, on entend prépa mentale fleurir de partout, mais est-ce qu'au final, on sait ce que c'est la prépa mentale et la sophrologie? Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Personne? Pour la prépa mentale, en fait, moi j'ai fait ça, j'avais été formé, je me suis formé donc dans la prépa athlétique, dans la préparation technique et tactique, parce que j'avais donc le brevet d'état deuxième degré, voilà. Et après, je me suis dit, il manque une composante, donc j'ai été faire une formation dans les années, avant Saint-Étienne, donc dans les années 99-2000, sur 2 ans. Ça s'appelait l'école du sport, et c'était à Toulouse. C'était sur la sophrologie du sport. La sophrologie, c'est simplement une technique. C'est une technique qui consiste à mettre les gens dans un état de pour ceux qui ne connaissent pas, de relaxation. On passe d'un monde extérieur dans lequel je suis à mon monde intérieur en me reconcentrant sur moi, sur ma respiration abdominale. Et à partir de ce moment-là, on travaille sur tout est possible. Avec les footballeurs, c'était se visualiser entre guillemets en train de jouer avec ce qu'on réussit bien, ce qu'on réussit moins bien, les rustines qu'on amène quand c'est moins bien, etc. Et après on revient de nouveau vers le monde extérieur et on retrouve des gens. Moi, dans le football, voilà comment je vois la chose, et j'ai pu l'expérimenter, mais pas beaucoup en France, même si je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire, je pense que je connais un petit peu le foot, je pense que je connais un peu le joueur, je pense que je connais un peu l'humain, et je pense qu'il faut qu'il y ait un entraîneur que j'appelle presque dans l'analyse des comportements, dans l'analyse du body language, c'est-à-dire le langage qui parle où le joueur il fait des signes comme ça me fait chier, t'as loupé ta passe, ou alors je suis déçu, voilà, et qui assiste à la séance normalement, et qui s'occupe des gens qui sont, parce que tout le monde y passe à un moment donné, ce que j'appelle en frontière d'effectifs, c'est-à-dire ceux qui jouent moins, et qui sont souvent des gens déçus, qui se retournent sur eux, qui créent des problèmes, c'est le type même du profil qu'il faudrait, ce serait ça, l'entraîneur qui s'occupe de ça, qui assiste aux séances, et qui trouve ce que j'appelle les mots magiques ou les mots étincelles. Parce que tous ces joueurs-là, ils n'entendent plus jamais « c'est bien ce que tu fais », continue, tu es sur le bon chemin, continue tes efforts, ça va payer, ils ne l'entendent jamais.
Donc je pense qu'on parle des data, intelligence artificielle, GPS, etc. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. À part que les entraîneurs, comme ils ont peur d'être un peu doublés par ces gens-là, eh ben ils disent c'est moi le préparateur mental. Voilà, donc j'ai lu dans la semaine 2 fois ça. Gasset qui dit c'est moi le préparateur mental. Alors il a une expérience qui est notable sur laquelle je pense qu'il est bon, on est bien d'accord, mais il ne peut pas être tout à la fois. Hervé Renard qui a dit n'importe comment, moi c'est moi le préparateur mental, au colloque grosso modo du football féminin à Clairefontaine qui a lieu, et je dis que cette place-là, c'est pas la place de l'entraîneur. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut que l'entraîneur ait confiance dans le gars. Ils ont tellement été parano en train de se dire lui il m'a déjà piqué ma gâche, lui il a déjà piqué la gâche, lui il a déjà piqué la gâche, que tout le monde se réfugie en disant faut pas que j'en prenne un parce qu'il va avoir l'adhésion des joueurs ou des joueuses et d'un coup ça va très... Mais il y a une éthique aussi dans le métier de préparateur mental. Michael a donné la première éthique. Ne pas créer de dépendance. Si un athlète vient me voir et qui me dit Jean-Paul, quand tu n'es pas là, j'y arrive pas, c'est que j'ai perdu quelque part mon job. Parce que c'est pas ça. Alors il y en a qui créent ça parce qu'ils ont besoin de pépettes. Donc ils créent des dispensaires. On va faire 20 séances ensemble, 30 séances ensemble et boum boum boum. Le but du jeu, c'est pas ça l'éthique du préparateur mental, c'est redonner du peps pour que l'athlète redevienne autonome. Et quand il en a besoin, s'il a besoin d'être accompagné, eh ben, il revient s'il le faut, mais l'idée de départ, c'est de l'autonomie. On travaille sur l'autonomie de l'athlète, et non pas sur la dépendance de l'athlète à quelqu'un. Voilà, c'est une éthique que moi je défends personnellement, parce que l'autonomie pour moi, c'est un élément important du sportif de haut niveau. Et après, c'est accepter qu'il y ait des gens qui aient la capacité d'avoir les mots magiques, d'avoir les mots étincelles. Et que le mec dans la séance, d'un coup, même s'il a les boules au vestiaire, quand il rentre dans la séance, eh ben, moi je vais m'occuper de 4-5 mecs que je vais encourager, auxquels je vais, entre guillemets, donner des possibilités, des clés sur le terrain pendant qu'ils jouent, pour qu'ils passent leur heure et demie de séance heureux. Ils rentreront au vestiaire après. C'est ça la préparation mentale. Mais moi je suis dans l'utopie. C'est-à-dire que il y avait, vous connaissez peut-être qui disait, c'est l'utopie ou la mort. C'est Dumont, c'est un ancien écolo d'il y a des années, je ne sais pas combien, qui disait il faut avoir une utopie, autrement on va mourir. Et je pense qu'il faut absolument qu'on passe ce cap. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour relancer des gens. Il y a besoin des mots magiques, des gens empathiques, des gens qui connaissent le foot et qui vont parler aux mecs foot avec des mots magiques, où le gars il va dire je vais quand même à l'entraînement, mais je vais être heureux quand même si je ne joue pas. Voilà, donc c'est ça. Et la sophrologie, c'est des... Alors, concrètement, je vais vous dire ce que j'ai fait concrètement. Quand j'étais à Rennes, avec les joueurs qui étaient blessés de longue date, qui avaient des problèmes de motivation, à se dire au bout d'un moment donné, j'en ai ras-le-bol, tac, j'allais voir les gars de la vidéo. Les gars de la vidéo me faisaient un montage sur les 2-3 minutes sur les choses que ce joueur excellent il avait pu réaliser. On passait dans une salle tranquillement, mais c'est sur un tapis, c'est pas un gourou, il n'y a rien du tout. On se met en état de relaxation sophrologie. Quand le gars il est rentré dans son monde intérieur avec une régulation respiratoire, eh ben on reparle de la bande vidéo avec tout ce qu'il avait fait de bien et on met que tous les efforts qu'il continue de faire, c'est pour revenir à ce niveau-là et se revoir comme ça. C'est rien d'autre que ça. Et après on revient et le gars il ressort, il va à l'entraînement ou tac, il dit j'ai retrouvé un sens à tous les efforts que je fais, le découragement, eh ben, il est dépassé et je continue d'avancer. Mais bon, Est-ce que ça se rapproche de l'hypnose, la relaxation Je connais pas assez l'hypnose. Je connais pas assez l'hypnose pour en parler. Moi, je connais essentiellement les pratiques de sophro, le 365, la cohérence cardiaque. Voilà, c'est le système qui est utilisé par les pilotes de chasse. La cohérence cardiaque, c'est utilisé par les pilotes de chasse. En fait, il y a des études qui ont été faites sur ils ont une mission. C'est balancer une bombe, une mission virtuelle, hein. C'est viser une cible, être hyper précis sur la cible et ne pas se laisser entraîner par le stress et tout parce que tout joue à la seconde ou à la minute près. En fait, j'ai fait ça avec un gars qui était médecin
à l'armée, que j'avais rencontré pour le sommeil. Parce que le sommeil reste un élément important quand on est en Coupe du Monde ou Coupe d'Afrique. Si on met dans la même chambre des gars qui se lèvent à 5 h du matin et d'autres qui se couchent à 2 h du matin, voilà. Et le gars m'avait dit, nous voilà aussi ce qu'on utilise. Donc c'est des respirations, inspirations. Vous avez une application qui s'appelle Respirolax. Vous pouvez la télécharger chez vous. Et vous faites, vous inspirez, vous suivez tout ce indiqué. Et l'idée, c'est... Alors il y avait trois groupes. Il y avait ceux qui étaient privés de sommeil, comment ils réagissaient à la mission. Il y a ceux qui étaient stressés et comment ils réagissaient à la mission. Et il y a ceux qui faisaient des pratiques de relaxation et qui, après, avaient la mission à faire. Donc voilà, c'était utilisé dans ce cadre-là. Et à partir de ce moment-là, c'est des pratiques pareilles, de retour sur soi, de gestion de son stress, de gestion de son cœur, parce que le parasympathique, c'est toujours les mêmes systèmes. Voilà, donc c'est ça. Mais je ne suis pas un gourou, hein. Et je refuse tous les gens qui confondent tout. Voilà, comme dit Michael, je pense qu'on est complémentaires. Et je pense surtout qu'il y a, alors je ne veux pas, mais ce serait prétentieux, c'est pas le truc, il y a des bons et des moins bons de partout. Voilà. Gestion du stress, ça m'amène à... Justement, on est dans la technique, là, cette dernière demi-heure, ouais, tant mieux. Je vous demanderai à Mika et à Jean-Paul d'être focus par rapport aux questions que je vais poser donc, à nos trois sportifs, par rapport à la gestion du stress. Enzo, Yacine, Mourad, comment on prépare une compétition de très haut niveau quand tu rentres dans la cage? Toi, Enzo, quand tu prépares la finale de l'Euro, l'Euro U19 en France contre l'Espagne. Mourad, comment on prépare? J'ai pas vu tout ton parcours, mais en tout cas, les finales aussi que tu as pu jouer avec Ben Arfa et avec Benzema aussi, d'ailleurs. Voilà. Comment on prépare ces compétitions-là? Et je vous demanderai justement d'avoir ce recul-là, Mika et Jean-Paul, avec votre pratique et voir quelles sont leurs techniques de préparation et comment toi tu prépares justement ton sportif à Rennes, au Qatar, à la CAN, etc., aux Jeux Olympiques, etc. J'ai eu d'autres sportifs que le football. Hein. Yacine, Enzo. Moi je pense qu'on est tous différents. On a chacun notre coaching. Il y en a, ils ont besoin d'être dans leur bulle avec la musique. Moi j'ai besoin personnellement d'être relâché, de rigoler avec tout le monde. Et je pense que c'est propre à chacun. Et de toute façon, on se prépare toute la semaine, voire toute l'année, comme Yacine peut le faire, pour un objectif. Et cet objectif-là, on l'a en tête dans notre inconscient. Et je pense que quand tu t'es entraîné et que tu es prêt pour cette finale, moi personnellement, j'ai pas besoin de stresser parce que je sais que je vais être prêt. Et j'ai cette petite peur qui arrive avant le coup de sifflet qui va donner le coup d'envoi. Mais je sais que c'est de la bonne pression. Cette petite pression-là, en fait, elle me met en garde. Elle me dit, il ne va pas falloir faire moins qu'avant. Et du coup, quand le match commence, quand l'arbitre siffle, et là, je sais que je vais le faire. Yacine? Moi, j'ai arrêté toute compétition, ça fait un moment, ça fait 8 ans que j'ai arrêté. Mais après, c'est très différent quand même le foot et le combat, parce que l'autre en face, il est préparé. Ce qu'il veut, s'il peut vous tuer, ça sera peut-être bien pour lui. Parce que c'est vraiment ça. Le but de ce sport, c'est de mettre KO, de faire une soumission. Donc c'est atteinte à l'intégrité physique de l'être. Et comment on prépare ça? Et moi, pour ma part, c'est de me rappeler tout le temps qui j'étais et ce que je voulais. Moi, je viens des Manguettes comme Enzo, et c'est un univers très, très... comme tu dis, tu sais, c'est très gris, et c'était où ça, ou l'usine pour moi, et je me disais, si je passe ce mec, je m'éloigne un peu plus de l'usine. Donc en fait, tout le cheminement il était dans cette configuration-là. Me dire, il faut que je le batte pour avoir un meilleur cadre de vie et arriver à une vie plus saine et stable que le tour de l'autre. Beaucoup d'introspection, en tout cas, déjà comme vous pouvez le constater, mais c'est vous les pros, je vous laisserai après être focus par rapport à... Après, dans la préparation, justement du football, de Yacine, quand même déjà à la base sur une préparation collective. On est préparé au final, à la gagne et aux grandes compétitions. Donc il y a une préparation collective, là on va beaucoup parler aspect tactique, technique,
et peut-être ajuster sur le plan un peu physique, parce qu'on est quand même sur des finales, on se retrouve en fin de saison. Donc là, on a un petit ajustement, un petit équilibre, voilà, un peu de relâchement sur le plan athlétique. Mais après, comme disait Enzo, c'est différent, chacun est différent. Moi, je parlais tout à l'heure de Athènes, Karim, Yoann Gourcuff que j'ai connu. Bah, l'autre, il va être un peu plus bordélique, il va pas être forcément concentré, parce que c'est sa nature. L'autre, il va être avec ses oreillettes, avec sa musique. L'autre, il va être dans un coin, il va s'isoler. Donc, chacun un petit peu a ses petites façons de vivre le moment J, la semaine. Bon, moi, j'étais plutôt dans une optique, voilà, plutôt bien le sommeil. C'était plutôt le sommeil. Dormir tôt, bien me préparer. Et j'aime bien avoir aussi cette petite pression, se projeter, mais plus se projeter dans l'ambiance. Pas me dire qu'est-ce que je vais faire sur le terrain, parce que ça m'est arrivé une fois, me dire ouais, il faut que je fasse tant de passes, il faut que j'arrive à. Bah, j'ai été nul ce jour-là. Donc après, j'ai pris conscience que fallait vraiment pas que je me projette sur le plan tactique technique, que ça c'était vraiment le jour J, et que voilà, quand tu es dans un match, quand tu es joueur, tu peux pas calculer ce qui va se passer à l'avance. Donc ça, après, c'est ton talent, c'est toi qui vas t'exprimer en fonction de la difficulté, de l'adversaire, de qui tu as en face de toi. Donc moi, j'étais plutôt dans une optique de pression positive et de récupération au maximum en vue de préparer cette finale. Mourad, est-ce que tu peux nous faire revivre, excuse-moi Yacine, est-ce que tu peux nous faire revivre ta première apparition en Ligue 1 C'était... En termes de préparation justement, d'optimisation de performance, ta première après, moi, apparition en Ligue 1. Voilà, quand je suis monté en Ligue 1, quand on est monté en Ligue 1 à Montpellier, j'étais dans une phase où j'étais pas toujours dans les 18, j'étais plutôt au 19e, 20e. Le jour où René Girard fait appel à moi, c'était face à Lille, un dimanche soir, je suis sur Canal+. Donc moi j'étais préparé déjà depuis le début de saison à cette éventualité de rentrer, d'avoir un peu ma chance. Et puis il arrive un couac, un joueur qui se baisse, jeune chance. Donc moi je suis parti m'échauffer, je me suis concentré au maximum. Mais je suis resté naturel. Je ne me suis pas mis de pression particulière. Voilà, je suis rentré, j'ai fait mon taf, comme on dit. Mais c'est dur, il y avait cette petite adrénaline, cette petite pression quand même juste avant de rentrer. Mais c'était que positif. Franchement, je ne me suis pas projeté parce que moi, j'étais pas dans l'optique. Ça t'a aidé. Voilà, ça m'a aidé parce que moi, je pensais pas pouvoir jouer. Voilà, c'est ça. Ça m'a aidé, ça s'est fait naturellement. Et après, comme on dit, plus on est naturel, relâché, et je pense qu'on est même meilleur. Bien sûr. Enzo, ta première apparition en Ligue 1 ou ton premier match international comme Mourad? Moi, c'est ma première apparition en tant que titulaire en Ligue 1. C'était au Vélodrome à Marseille. Et donc on arrive le dimanche soir, le match était télévisé, pareil. Et à 11h, avant de manger, il y a la promenade qu'on fait tout le temps avant les matchs. Et là, il y a Christian Gourcuff, il vient vers moi, il me dit ce soir c'est ton jour. Et il m'a dit ce soir tu es titulaire. Il m'a dit allez, bon match. Et voilà, il est parti. Et derrière ça, j'avais un pote qui était formé avec moi aussi, qui s'appelait Lamine Gassama. Il me disait, parce qu'en face il y avait Joey Barton, un milieu de terrain, et c'est un barjo. Il me disait ce soir, il va casser ta boue, Joey Barton. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et moi, je suis pas du genre à stresser. Du coup, je l'ai pris à la rigolade. Et voilà, moi, en fait, si je suis pas détaché, je vais pas être créatif sur le terrain. J'ai besoin de ce détachement pour m'exprimer au mieux, en fait. Je suis en relâchement sur le terrain et ma créativité, si je suis stressé, elle sera pas là. Mais si je suis relâché, c'est là que je serai le meilleur. Joey Barton, c'est vrai que Yacine, il met des coups sur le terrain. Toi, ta pratique, c'est de mettre des coups aussi, mais tu es préparé pour ça. Comment tu as appréhendé justement, c'est ta première fois dans une cage? Parce que c'est vrai qu'en plus, toi, quand tu l'as fait, c'était encore illégal ce sport. Donc il y a peut-être aussi une autre adrénaline du fait que ce soit peut-être illégal. Est-ce que tu peux nous raconter justement ta première fois La première fois, c'était justement, j'étais pas préparé, j'étais plein de kebab, j'étais Koura, et des mecs qui m'appellent. Et il n'y avait tellement pas de combat que je me suis dit c'était une opportunité, et ça l'a été parce que ça m'a lancé dans le processus. Et en fait, on m'a appelé pour aller à la pesée. C'est ça. Et t'as changé de catégorie comme toi. c'est un pote à moi qui m'appelle, c'était en lourd en plus. Et c'est un pote à moi un peu sournois, il me dit t'inquiète, il a 0 combat, c'est son premier combat aussi. Je fais ok, super.
Donc on prend la voiture, à mi-chemin, c'était à Paris, hein, on était vers Dijon. Je me suis dit, je vais quand même regarder c'est qui. Et je regarde, et c'était un tueur, un assassin, un judoka olympique. Il avait gagné un record en développé couché, je me rappelle. Et je me suis dit, bah, comme Enzo l'a dit, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire demi-tour. En plus, il y a tous les potes, on ne va pas passer pour des fuyards, etc. Et je me suis dit, j'ai pas le choix d'y aller, donc je vais y aller et je vais aller avec tout ce que je peux. Et j'ai perdu le combat par soumission, mais pour moi, je l'avais gagné parce qu'avec la peur, avec l'adrénaline et tout, j'avais fait un combat mais qui était magnifique. Et j'avais été repéré grâce à ça, et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Beau souvenir. Beau souvenir, Mika, Jean-Paul. Moi, il y a une chose qu'on oublie quand même. Vos process à vous. Il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est que c'est les coachs qui stressent. Et il y a beaucoup de coachs, en fait, qui sont dans le stress complet, qui le transmettent aux gens, qui se servent des joueurs pour se soigner. J'exagère un peu, mais en fait, qui sont pas sereins, eux, qui auraient besoin d'être accompagnés, mais il ne faut pas qu'ils soient accompagnés, parce qu'on va dire qu'ils sont faibles, parce que dans un système comme ça, plus ça va. Et que, quelque part, il y a des joueurs qui se trouvent dans des états de stress, alors qu'ils n'ont pas l'habitude spécialement d'être stressés, mais toute la semaine, on leur a dit qu'un tel, il avait ci, l'autre, il avait ça. Et il y a des entraîneurs dans la causerie qui sécrètent du stress chez les gens. C'est comme s'il jouait le Barça en permanence en face, quoi. Alors qu'en fait, compte son équipe, sa propre équipe, elle a des qualités. La première chose, c'est d'optimiser déjà les qualités de son équipe. Après, c'est de bien avoir référencé les profils individuels. Il y en a un qui a besoin pour être créatif, entre guillemets, d'avoir un peu de recul. Il y en a un autre qui se retrouve sur d'abord le contexte, allez, je vais jouer devant la foule et compagnie. Donc, ils n'ont pas besoin d'entendre des tests de motivation. Voilà, ils n'ont pas besoin. Ils ont simplement besoin des 2-3 mots magiques. 2-3 mots magiques. Voilà. Moi, j'aurais eu à gérer Enzo, j'aurais dit simplement, reste créatif, mais mets-y d'efficacité. Parce que par moment, l'excès de la créativité, c'est qu'on peut oublier l'efficacité. Et le haut niveau, c'est l'efficacité et la créativité. Voilà. Donc, mais après, il faut profiler les gens. Et ça, c'est un gros problème. Les coachs qui sont sous stress et qui transmettent le stress. Si vous êtes manager, que vous avez peur, et que vous dites, les gars, il ne faut pas avoir peur, hein. Ça se transmet, le corps, il parle. Le corps, il parle. Le body language, ça se voit. Pareil. On sent quand quelqu'un... Alors, il y en a d'autres, c'est l'impression, ils disent, moi, rien ne me touche. En fait, quand c'est faux, ça les touche profondément, mais de façade, rien ne les touche. Mais ça, c'est quand vous vivez pendant un stage de début de saison, pendant un mois au mois de juillet, avec tout l'effectif là, si vous êtes un peu empathique et que vous êtes un peu intéressé par les profils individuels, vous allez vite voir qui vous avez en face de vous. Hein. Entre le gars qui dit je m'en fous et c'est celui qui s'en fout pas, et celui qui l'inverse, vous voyez ce que je veux dire? Mais parce qu'il faut s'intéresser à l'humain, il faut s'intéresser aux mots magiques, il faut s'intéresser aux petits morceaux de musique. Quelle note je vais donner pour que la musique elle se mette en route? Il faut s'intéresser à une autre chose dans le haut niveau, après je finirai là-dessus. On est encore dans l'uniformisation du management. On doit tous être pareils. C'est fini. C'est l'harmonisation du management. On doit harmoniser la manière dont on intervient parce que, comme dans un concert, il y a le violoniste, le pianiste et tout, et on ne leur parle pas pareil. On n'est pas tous pareils. Voilà. Et dernière chose, ça rejoint un peu Michael, vous savez tous qu'on a une formule génétique unique. Sur Terre, hein. Pas en France, sur Terre. On a une formule génétique qui est unique. Donc ça explique pourquoi on peut s'intéresser quand même un peu à l'individualisation des choses. Parce qu'on est unique. Voilà, donc, mais c'est tout. Alors, je ne veux pas faire le révolutionnaire du truc, du management, mais je dis simplement, il y a des choses toutes simples à faire. Voilà, travailler sur les mots magiques, sur les mots étincelles, s'intéresser aux gens, gérer son propre stress pour ne pas le transmettre. On ne se rend pas compte du vocabulaire mou, ce qu'on appelle le vocabulaire mou. Oui, peut-être que ça va se passer comme ça. Voilà, ça c'est du doute. C'est du doute, le vocabulaire mou. C'est-à-dire, on va essayer de... Non,
Si j'utilise, on va tout faire pour, on va tout mettre en œuvre pour, c'est de l'action. On va essayer, peut-être que, vous pensez bien que le mec d'en face, il dit putain, le mec il joue de lui, comment je fais moi quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mickaël, le pouvoir des mots, on a eu la chance d'avoir de dispenser des formations, toi et moi. Et justement, tout à l'heure, j'ai cité une phrase de Jean-Paul, et toi aussi, j'ai retenu de toi, entre autres, c'est le pouvoir des mots. Tout à l'heure, tu disais que justement, les mots aujourd'hui, ils n'ont plus de sens. En tout cas, on leur donne plus de sens. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit avant. Le pouvoir des mots, mais pas uniquement au travail, avec votre famille, avec vos amis. Il y a un proverbe samouraï qui dit « Ne dites jamais ou ne pensez jamais de mal de vous, même si vous ne l'exprimez pas verbalement, parce que le guerrier qui est en vous l'a entendu et va en souffrir. » C'est un proverbe samouraï. Donc le pouvoir des mots, même par rapport à nous-mêmes, d'accord? Je vous assure, hein, mais très honnêtement, vraiment très honnêtement, on n'a pas conscience de l'impact d'un mot sur une personne. Je vous assure qu'avec un mot, vous pouvez détruire une personne, parfois sans le faire exprès, hein, comme vous pouvez la rendre meilleure jusqu'à la fin de sa vie. Et quand je vous dis ça, je ne pèse pas mes mots. Je vous assure, je le répète, c'est très important. Avec un mot, vous pouvez détruire une personne, comme vous pouvez la rendre meilleure jusqu'à la fin de sa vie. Et je vous assure que je n'exagère pas quand je dis ça. Je suis vraiment sincère. Le pouvoir des mots qui derrière va empêcher les mots MAUX, d'accord? Je reviens sur notre unicité sur Terre. Albert Einstein a dit nous sommes tous des génies. Mais si on apprend, nous sommes tous des génies, mais si on apprend à un poisson, on demande à un poisson d'essayer de grimper à un arbre, il va passer toute sa vie en pensant qu'il est idiot. Le poisson, vous le prenez, vous le mettez dans l'eau, ça y est, vous l'avez mis dans son environnement de génie. D'accord? Donc c'est très important. Le pouvoir des mots, mais je suis complètement et totalement d'accord sur les coachs ou les managers qui vous stressent, et je me permets, je donne une petite anecdote. À l'époque où j'étais étudiant, en psycho, je bossais la nuit. Je faisais des journées de fou, mais je le vivais super bien. Hein. Je bossais de 22h à 6h, je rentrais chez moi, je prenais ma douche, j'allais à l'école, je dormais un petit peu en rentrant des cours, et après j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Je le vivais vraiment super bien. Un jour, je bossais bien, enfin on était une bonne équipe, on bossait bien. Un jour, on a notre manager qui arrive et qui nous dit, je n'oublierai jamais cette phrase, qui nous dit bon, on a de nouvelles directives, on se rend compte que il va falloir être plus productif. Il venait de l'apprendre, hein. Il venait de l'apprendre, donc il avait un manque de recul total sur la situation. Il avait appris dans la journée qu'on allait devoir être plus productif, mais au lieu de nous apprendre à être plus productif, il voulait que dès le soir même on soit plus productif. Donc il nous dit ça. Le job c'était prendre des rouleaux de plastique, de les mettre dans une machine, de les faire tourner, d'enlever un petit bout de plastique pour ensuite faire des vilebrequins, il me semble, pour des voitures, quelque chose comme ça. Donc il nous met la pression dès le premier soir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va plus vite. Tac. Le geste, je n'oublierai jamais le geste, c'était de prendre des blocs comme ça, de les poser sur une machine, et au bout d'un moment, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour aller plus vite? On mettait nos doigts comme ça, on mettait sur la machine. Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait aller plus vite, parce qu'il nous avait dit qu'il fallait aller plus vite. Mon doigt s'est bloqué dans une machine, et je vois le rouleau arriver, je me suis dit, soit j'arrache mon doigt, soit c'est le doigt qui part complètement. Donc je tire, j'arrache le doigt, et juste par rapport à la pression qu'il nous a mis par rapport à ça, en l'espace de 2 semaines, on est 2 à s'être retrouvés dans cette situation. À avoir fait un arrêt de travail d'1 an et demi avec de la kiné parce que le doigt arraché, etc., etc. Pour vous dire l'impact que peut avoir une personne qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc moi, ce que je conseille, c'est la gestion du stress, déjà très important. Le meilleur moyen d'apprendre à gérer son stress, c'est toujours de rajouter 30% de ce que vous avez à faire en temps ou en travail. D'accord? J'ai mon bus à 8 heures, je rajoute 30% de temps sur mon trajet, parce que peut-être que mon bus va passer en avance et que je vais le louper. Peut-être qu'il va y avoir une grève le matin. Peut-être qu'il va y avoir un incident. Et les 30%, entre guillemets, c'est un petit peu ce qu'on estime être les 30% universels. Quand vous prenez 30% d'avance sur un trajet, et en général, malgré tout, vous n'arrivez pas en retard parce que vous avez le temps de vous retourner d'une manière ou d'une autre. C'est pareil par rapport à votre travail. Moi, j'ai souvent des étudiants qui me disent, et je leur dis que ce sont des gros menteurs,
qui me disent, je leur dis en rigolant, hein, bien évidemment, qui me disent ouais, mais moi j'ai besoin d'être au pied du mur pour être efficace, pour travailler. Et je leur dis, vous êtes des menteurs. J'ai été comme vous, on est plein de stress, on n'est pas bien quand on travaille, quand on est au pied du mur. Essayez de travailler, de vous y prendre un petit peu en avance et vous allez voir. Il y en a certains qui ont essayé, ils m'ont dit ouais, monsieur, honnêtement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Quand vous dites, non, moi j'ai besoin, vous cherchez des excuses. Ceux qui veulent réussir trouvent des moyens, ceux qui ne veulent rien faire trouvent des excuses. Quand vous dites, moi j'ai besoin d'être au pied du mur, moi j'ai besoin d'être stressé pour réussir, c'est pas vrai, il n'y a personne qui aime être stressé. Et d'ailleurs, il y a des scientifiques qui disent que chaque humain, pour revenir sur l'unicité, chaque humain a un niveau de stress, lorsqu'il l'atteint, ça y est, c'est fini, il déraille. D'accord? Au bout d'un moment, tous les humains, et c'est notre corps qui nous rappelle, stop, tu as pu stresser, tu vas être un petit peu, tu vas partir dans ta tête, ça va partir un peu dans tous les sens, dans ton corps, ça va partir un peu dans tous les sens, mais c'est parce que là, je ne peux plus t'autoriser à stresser, sinon tu vas mal finir. On est tous comme ça, nous les humains. On a un niveau de stress, lorsqu'on l'atteint, c'est terminé. D'accord? C'est pour ça que parfois, quand vous êtes triste, ou que vous n'êtes pas bien, et ben à un moment, vous décidez d'aller mieux. Parce que tout simplement, vous avez atteint votre niveau, et vous ne pouvez plus continuer à être mal. D'accord? Donc pour moi, la solution, c'est la distance, ce que j'appelle la distance bienveillante. La distance bienveillante, c'est quoi? C'est je suis là, mais je ne vais pas venir à toi. Ça va? C'est bon, t'es prêt? Il y a un match indien, tu te sens, t'es chaud, Non, c'est comme d'habitude. Ça va, vous montrez que vous êtes là, mais vous n'en faites pas trop. Vous parlez à la personne comme dans la vie de tous les jours, et vous lui faites comprendre que si elle a quelque chose à dire, elle peut vous le dire. Et quand vous comprenez qu'elle a du mal, qu'elle veut le dire mais qu'elle n'ose pas le dire, après ça c'est aussi c'est de l'alchimie aussi. Hein. Vous sentez que vous n'allez pas lui dire brutalement j'ai l'impression que ça va pas, t'es stressé par rapport au match, t'es stressé par rapport vous essayez de le glisser d'une autre manière, et je vous assure, quand vous glissez d'une autre manière, à un moment ça sort. Je vous assure, à un moment ou à un autre ça sort d'une manière ou d'une autre. Moi c'est ce que j'appelle la distance bienveillante. Je suis là, je serai toujours là, je garde un œil sur toi, mais je te laisse gérer comme tu veux, parce que vous l'avez dit, on gère tous différemment. Encore une fois, certains ont besoin d'être dans leur bulle, certains ont besoin d'être un peu plus excentriques, on gère tous différemment. Mais t'inquiète pas, je sais que tu es comme ça, je suis là, je suis à côté, tout simplement. Merci Mika. Teddy Riner l'a dit, on n'est pas un pays de sport. Vous avez tous eu des expériences à l'international, Yacine au Canada, Enzo en Espagne et au travers des sélections. Toi également aussi en Tunisie, Mourad. Jean-Paul en Angleterre, Nottingham, au Qatar, en Côte d'Ivoire, bref, un peu partout dans le monde. C'est intéressant, le management multiculturel et pluriculturel. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer justement par rapport à la phrase de Teddy Riner qui dit qu'en France, on n'est pas un pays de sport, et justement sur l'appréhension de l'optimisation de la performance par rapport à ces différents pays? Est-ce que finalement on n'est pas un pays de sport? Est-ce que finalement on a des choses à aller prendre justement dans les autres pays? Parce que c'est vrai qu'en France on a tendance à se regarder un peu le nombril, on pense qu'on sait tout faire, on sait mieux faire que les autres, et pour le coup les autres progressent et nous on se retrouve souvent dans des positions d'infériorité parce qu'on n'a pas anticipé les fameux 30%, Nickel. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pour moi, on n'est pas un pays de sport, mais on est un pays sportif. Sauf qu'on les valorise pas. Je parle dans mon cas, et je pense sûrement pour le football, il y a plein de talents en MMA et en football qu'on laisse de côté parce qu'on ne subventionne pas les sportifs. C'est ça que j'aime. Et par rapport au Canada? Au Canada, c'était incroyable. C'était une différence bouleversante. C'est vraiment le sport sportif. Moi, j'ai eu la chance d'aller au moins 6-7 fois au Canada la même année, juste avant le Covid. Et effectivement, il y a une différence fondamentale. Ils sont d'ailleurs plus sur l'humain et le cœur, plus sur ses valeurs émotionnelles, etc. La bienveillance, et d'ailleurs l'approche de l'optimisation, le management, etc. Ça vient beaucoup des anglo-saxons, parce que bien avant nous, ils ont une ère industrielle, le Fordisme, le terrorisme, etc. Donc du coup, ça les a remis un peu en cause, et donc du coup ils ont été beaucoup plus tôt sensibilisés à ces questions-là. Jean-Paul? Le problème du sport en France, c'est un problème national, c'est-à-dire qu'il y a un vivier énorme, mais il y a un accompagnement
insuffisant, une aide insuffisante, c'est pas une priorité nationale. On va plus transformer la valeur du sport en valeur comme la santé plutôt que comme la compétition. C'est-à-dire qu'on va dire le sport c'est bon pour la santé, mais on ne va pas dire que le sport pourrait nous permettre d'avoir plus de sportifs de haut niveau et plus de médailles, plus de Français présents à l'international. Voilà. En termes d'économie. Ouais, en termes économiques, il n'y a pas le vrai. Et en termes de mentalité, alors là, c'est en train de changer. Dans le milieu du foot, il y a beaucoup de parents maintenant qui misent sur leurs enfants. Ça, c'est un peu nouveau parce qu'il y a beaucoup de parents qui accompagnaient leurs enfants au sport, au foot, par exemple, pour les voir heureux. Maintenant, c'est grosso modo, on mise dessus, parce que si par hasard, il est entre guillemets, un sportif de haut niveau qui sort, je vais pouvoir vivre. Voilà, donc on mise dessus. Et puis après, bon, il y a le sport à l'école qui, à mon avis, est quelque chose qui cache les choses. Mais c'est pas le sport, c'est pas celui-ci qui va nous amener au haut niveau, quoi. C'est pas celui-ci. Il y a une chose, je vais rebondir sur deux petites choses pendant que j'y suis après. C'est en Angleterre, j'ai appris une chose sur la préparation des matchs, c'est zéro problème. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de discuter normalement de trucs, et 10 ans avant, ils étaient encore avec la petite fiole de whisky qui sortait avant le match et que les mecs ils se mettaient dans le truc et après ils allaient jouer. Donc vous voyez, c'est une autre approche. On les traite entre guillemets d'une manière péjorative, on les appelle les roast beef, les Anglais, parce que les roast beef, c'est quand il faut y aller, on se pose pas mille questions. Hein. Le terrain il est là, le mec il vient de siffler, ça veut dire que ça débute. On pèse le maillot à la fin pour voir combien il pèse. Si toi tu l'as pas assez mouillé, on te dit oh Mourad c'est quoi ce truc, regarde tous les maillots ils pèsent 10 kg, tiens ils pèsent 7. Voilà, ça serait comme ça. Donc ça, je pense que la démarche anglo-saxonne elle est intéressante pour certains profils qui stressent. Tu dis tu ne prends pas la tête, au coup de sifflet par contre mon pote c'est impardonnable. Voilà. La deuxième chose que j'ai appris dans les voyages, c'est l'individualisation de la culture presque sur le management. C'est-à-dire l'Amérique du Sud, eh ben, c'est des tactiles. Bien joué Tony, bien joué Tony. Donc presque on est là en train de lui dire, voilà, je t'aime, sois bon, tu vas voir quoi. Le Maghreb, il faut les aimer. Il faut les aimer. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, il faut les aimer. Et puis il faut leur permettre à un moment donné des choses, bon voilà. Mais la France, c'est pas pareil. La France, c'est presque trop professionnel, c'est lissé, c'est presque formaté. Voilà, donc c'est presque culturel le management. Attention, hein, ça intervient. Et les encouragements, l'Amérique du Sud, c'est le tactile. Ils sont là en train de... T'as vu le coach, il va taper sur l'épaule lui-même, quoi. Voilà, entre guillemets, au niveau de l'Afrique, c'est... punaise, t'es super, c'est intéressant, t'es créatif, je compte sur toi. Là, le gars, d'un coup, voilà. Et si on fait du formatage européen ou français en Afrique, on explose au bout d'une semaine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'Afrique du Nord ou l'Afrique de l'Ouest, c'est pareil, il faut aimer. Par contre, ils viennent en Afrique de l'Ouest avec la banane tous les matins. Ça, c'est quand même contagieux. Hein. C'est une super contagion, ça. Le mec, salut Jean-Paul, alors que la veille, tu lui as mis de tomber. Hein. Il repart à zéro. Ben, t'as envie de dire, ben, continue, hein. Moi, ça m'intéresse, parce que plus c'est des ondes positives, on appelle ça comme ça, mais voilà. Donc, c'est culturel, le management. Méfiez-vous-en. Et quand on apprend le management entre guillemets, d'une certaine manière et qui est applicable en France, et ben, des fois en Angleterre ça passe pas, en Allemagne ça passe, en Afrique du Nord c'est compliqué, en Afrique de l'Ouest, et au Mexique, et ben, il faudra faire ça sous forme de plaisanterie. Voilà. L'humour, alors on parlait des mots, hein. L'humour et la plaisanterie est un fabuleux porteur de message. Fabuleux porteur de message. Vous glissez des choses, ça remplace les mots magiques. Et le mec derrière, il a dit putain, il a voulu me dire ça, mais il l'a dit de telle manière que je peux rien dire. C'est la magie. Avant de passer la parole à Mourad, on reste sur l'international. Très tôt, les Italiens, notamment Milanello, le laboratoire Milanello, a pris en compte l'individu dans la performance. Tout à l'heure, tu parlais d'indivisibilité.
Et Yacine, en Italie, donc le Milan AC a mis en place ce Ils ont laboratoire-là. ils ont Est-ce ralenti. que tu veux dire deux mots là-dessus Ouais, Jean-Paul, avant de déjà- ils ont ralenti les choses parce qu'ils ont été trop loin et ça coûtait un prix fou. Ça coûtait un prix fou. Mais par contre, je pense qu'on va très loin en ce moment. Je pense qu'on va trop loin. D'accord. Sincèrement, je pense que pour être un peu fanat de ça, les data, les GPS, l'intelligence artificielle, hier j'ai eu encore un truc de ce qui se passe au laboratoire de la performance de Monaco. J'ai envie de dire, les mecs, c'est tous ceux autour qui commandent, et les gens qui font les résultats. C'est pas possible, c'est les gens qui font les résultats qui sont d'abord les moteurs de tout le reste. C'est pas ceux d'en-bas qui disent dans ta fiche, voilà, c'est tout. Donc il faut qu'on se méfie de ça. Je rejoins Jean-Paul sur ce qu'il dit. C'est intéressant parce que moi, ayant joué en Tunisie, on entend souvent aussi, en manière sociétale, on entend voilà, pays chaleureux, accueillants. Donc tout ça, c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'il faut s'adapter aussi au contexte, à l'individu. Et après, sur ce qu'on a parlé un petit peu avant, c'est vraiment l'harmonisation, la complémentarité qui va sublimer l'individu dans le côté managérial. Ça, c'est très important. Et aussi, sur le côté un peu sportif, la raison Yacine, on est sportif en France, il y a un vivier, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de licenciés. Et je pense qu'il faut plus de moyens, humains surtout, être attentif aussi à l'individu, trouver les bons mots. Et c'est ce qui va faire que ça va être sublime au final. Et moi aussi, je suis comme Jean-Paul sur tout ce qui est un peu data, tout ça. C'est un peu nouveau, mais je suis un peu dépassé sur ça. Je regarde un peu vraiment à distance, parce que je ne suis pas de cette école-là. Mais moi, je suis plus de l'ancienne école, où, voilà, il faut quand même être plus sur les mots, côté un peu sensible. Voilà, trouver les bons mots pour le bon dosage. Voilà, le bon dosage et trouver le juste milieu pour sublimer l'individu de manière sociétale ou dans une structure sportive ou autre. Voilà. Mika, tu as un regard sur tout ce qui vient d'être dit par rapport au contexte international? Moi, je pense que le côté vraiment culturel est important. Et c'est, que je ne dise pas de bêtises, c'est Jean Piaget qui était un psychologue, franco-suisse qui a dit l'intelligence c'est une question d'adaptation. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, vous ne fonctionnez pas de la même manière avec différentes personnes. D'accord? Vous pouvez essayer. Après, vous verrez ce que ça donne. Mais vous ne fonctionnez pas de la même manière. Après, ce qu'il faut quand même essayer de faire, c'est d'essayer d'être juste. Pourquoi? Parce que si à un moment, dans votre manière de fonctionner avec une personne, vous devez donner l'impression à une autre personne que vous favorisez telle personne par rapport à elle, et ben c'est elle que vous pouvez peut-être vous mettre à dos ou que vous pouvez peut-être braquer. Donc en fait, encore une fois, c'est un savant mélange. Maintenant, chaque personne, encore une fois, est différente. On gère différemment chaque individu de manière différente, mais pour revenir, moi, c'est bien tout ce qui est, je trouve que c'est intéressant tout ce qui est statistique, mais au bout d'un moment, ce n'est pas parce qu'on fait partie des statistiques qu'on fait partie de la moyenne. D'accord? Moi, dans une classe, je peux avoir 10 de moyenne avec 10 élèves qui ont 20 et 10 élèves qui ont 0. Mais ça ne veut pas dire du coup que je vais fonctionner de la même manière avec chacun d'entre eux. Parce qu'il y en a un, je vais quasiment rien avoir à faire avec lui. Et puis l'autre, il va falloir que je reprenne tout du début avec lui. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la moyenne qu'on fait partie de la statistique, qu'on fait partie de la moyenne. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte et en considération. On ne reviendra jamais assez sur les mots. Moi, je sais que en tant qu'enseignant, il y a deux choses que je fais. Quand j'arrive dans mes classes en début d'année, parce que c'est souvent les mêmes choses que j'entends, ouais, mais moi je suis nul en ça, je suis nul en ça, je suis nul en français, je suis nul en philo, je leur dis toujours à mes élèves. Moi, je commence avec vous, vous êtes des pages blanches, je ne vous connais pas, on repart à zéro. C'est-à-dire que vous avez une occasion aujourd'hui, un peu comme quand on change de coach dans une équipe. On repart à zéro, je ne vous connais pas. Donc vous allez écrire votre histoire, on va écrire notre histoire ensemble. Toujours se mettre dedans, entre guillemets. Toujours se mettre dedans, on va écrire notre histoire ensemble. Quand j'ai des élèves qui ont des mauvaises notes, je me mets dedans. Il y a peut-être quelque chose que je vous ai mal fait passer. Toujours. Vous vous mettez dedans. D'accord? Dans la limite, en fait, de ce qui est possible.
toujours le faire. Enfin, après, c'est comme ça que moi je fonctionne. Toujours, entre guillemets, enjoliver ce que vous dites à vos élèves. D'accord? Vous savez que dans une classe, vous allez peut-être avoir quelques échecs. D'accord? Et quand vous dites à une classe, ou quand vous dites à un groupe, vous leur dites, je sais que vous avez tous les capacités d'avoir votre examen à la fin de l'année, et bien ça rentre dans leur tête. Et puis il y en a certains qui, au bout d'un moment, n'y pensaient pas, qui commencent à y réfléchir. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois dans le sport, il y a certains exploits qui sont réalisés. Hein. C'est pour ça, c'est parce qu'à un moment, il y a certains aussi coachs qui ont réussi à tenir des discours cohérents. Je vais prendre, après, on pourrait prendre quelques exemples, mais par exemple, vous prenez dans le milieu du foot, vous prenez Carlo Ancelotti, il peut dire quasiment tout ce qu'il veut à ses joueurs, parce que derrière, il leur donne de l'amour aussi. Donc il peut, comme tu le disais, un jour les allumer, mais derrière, avant il y a eu de l'amour et après il y aura de l'amour. Donc ça. Et puis vous savez, nous on a encore, alors je ne sais pas, je pense que c'est un peu partout dans le monde, mais dès qu'on parle d'amour, on parle d'amour. Et l'amour, il peut être fraternel, il peut être amical, il peut être collégial. L'amour, il existe sous différentes formes, hein. D'accord? Donc voilà. Merci Bika, on arrive au terme de cette conférence. J'ai été très honoré de l'animer par rapport à tout ce que vous avez dit, par rapport à votre expérience, par rapport à vos vécus, par rapport à vos compétences les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez des questions pour clôturer cette conférence. Et ce qu'on pourrait dire finalement, si je peux résumer, c'est que l'optimisation de la performance, c'est une affaire de cœur et c'est une affaire d'homme, avec un grand H bien évidemment. Et voilà, donc si vous avez des observations, des questions pour clôturer cela, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps d'aller manger, mais voilà, on a encore 2-3 minutes. On sort tout